c'est pas fréquent à la Java d'avoir des controverses. Je crois qu'il y en a déjà eu, mais c'est pas souvent. Et donc Armand nous a, avec le comité d'organisation, organisé cette petite controverse sur le même sujet un peu, hein, puisqu'il s'agit de l'Open Lung Strategy et finalement un débat autour d'un papier récemment publié dans le JAMA par le groupe brésilien qui traite de l'optimisation de la PIP, des manœuvres de recrutement, donc d'une stratégie d'ouverture pulmonaire par rapport à une stratégie plus conventionnelle. Et donc, nos deux orateurs sont Alain Merca et Armand Meconso, local de l'ECTAP, et ils ont 15 minutes chacun pour défendre chacun leur position. Alors Guillaume, Armand, il défend... Armand va nous défendre la position suivante. L'essai Art a signé la défaite de l'Open Lung Strategy. Oui, probablement. Merci Guillaume. Donc l'Open Lung Strategy, si on devait le traduire en français, c'est la stratégie du poumon ouvert. Avant de détailler l'essai Art, il faut revenir au raisonnement qui a pu conduire à de telles stratégies. Donc vous connaissez tous cette étude de Dreyfus, qui est l'une des études les plus élégantes pour démontrer le concept de lésion induite par la ventilation mécanique. Et dans ce travail, il démontrait que l'administration de volume excessif, que ce soit via une pression positive ou une pression négative, induit des lésions pulmonaires avec une fuite alvéolo-capillaire importante, contrairement à la réduction de volume, même lorsque cette réduction de volume est accompagnée d'une pression importante. Et donc, ça a bien mis en évidence le concept du volotrauma, le volume excessif induit des lésions supplémentaires via le ventilateur. Et c'est très bien en cohérence avec les constatations d'imagerie qui permettent de voir, selon le concept du baby lung mis en évidence par Gattinoni, qu'en réalité, le poumon qu'on pourrait considérer comme fonctionnel est réduit. Et donc, l'adaptation du petit volume courant à ce poumon de bébé pourrait permettre d'améliorer le pronostic des patients. Et ça a donc été testé avec l'idée qu'une ventilation protectrice, c'est avant tout une ventilation où on réduit le volume courant pour s'adapter à cette diminution de CRF. Vous voyez que dans l'essai ARMA, qui est l'essai emblématique ayant testé cette stratégie en réduisant de 12 à 6 ml par kilo le volume courant, cette réduction est délétère sur l'oxygénation, qui est moins bonne, mais elle est améliorative sur le pronostic, puisque la survie des patients est améliorée et ces patients sont séparés plus vite du ventilateur. Donc ça n'a jamais été remis en doute depuis les années 2000. Et il est classique de recommander chez tous les patients en SDRA d'avoir une ventilation autour de 6 ml/kg. Donc dans cet essai, la PEP était restée à des niveaux, on va dire, modérés, autour de 9 cm d'eau. Mais Dreyfus avait aussi suggéré que le VILI puisse être induit via un autre phénomène qui serait l'atelectotrauma. En effet, en ajoutant des niveaux modérés de pression expiratoire positive dans le modèle, on arrivait à réduire l'intensité des lésions. Mais vous voyez quand même que cette PEP est mise avec une réduction du volume courant. Certes, on n'est pas à des tout petits niveaux de volume courant, mais par rapport à 40, on a quand même 40% de réduction du volume courant. Donc le concept d'atelectotrauma est sous-tendu par la littérature, mais il ne semble pas aussi robuste que celui de volotrauma. Toutefois, si on veut améliorer ce phénomène, on arrive au concept de poumon ouvert, où on se dit qu'il faut recruter ce poumon qui est fermé par des manœuvres de pression très importantes, et ensuite le maintenir ouvert en ayant un niveau de PEP plutôt élevé par rapport au niveau conventionnel de PEP. Et donc, les limites de ce modèle ne sont pas évidentes comme ça lorsqu'on les regarde à première vue, puisque c'est très bénéfique déjà sur l'oxygénation. L'augmentation de PEP s'accompagne d'une augmentation de l'oxygénation chez la plupart des patients et de manière générale au cours du SDRA.
Mais lorsqu'on regarde si on a un effet global sur le patient, c'est plus compliqué. Donc je vous ai mis une étude de mon illustre contradicteur qui a testé cette stratégie de PEP augmentée. Et vous voyez que les résultats sont mitigés, puisque on a une tendance à l'amélioration du pronostic chez les malades qui ont un P sur F inférieur à 200, mais que dans la population de SDRA léger, la tendance est plutôt inverse. Et ce n'est pas un résultat isolé, puisqu'une méta-analyse de l'ensemble des 3 grands essais qui ont testé une approche de PEP augmentée retrouve la même chose, avec probablement un bénéfice chez les malades les plus sévères, mais un maléfice chez les malades les moins sévères. Et si on regarde de manière plus précise les essais qui ont fait les manœuvres de recrutement en plus, on n'a pas non plus de bénéfices évidents comme ça, donc ça ne semble pas être une recette magique. Mais le concept restait très très intéressant, avec notamment ce travail supplémentaire d'Amato qui a introduit, comme ça a été dit précédemment, le concept de driving pressure, pression de plateau moins PEP, qui semble être la variable la plus délétère en termes de Vili, et donc ce ne serait pas la PEP qui serait le méchant réglage, mais plutôt la driving. Et là, ça devient intéressant pour les défenseurs du poumon ouvert, puisqu'on peut imaginer des situations où on va pouvoir, comme ici à droite, augmenter énormément la PEP. Si dans le même temps, on diminue la driving pressure en réduisant le volume courant, et qu'on reste à un niveau de pression de plateau stable, on peut, selon ce travail épidémiologique, avoir une réduction de mortalité. Donc l'essentiel serait de réduire la driving pressure, on pourrait augmenter la PEP pour ouvrir le poumon. Donc ça a été testé par Amato dans un très bel essai. Alors il faut savoir que pour ouvrir complètement le poumon, ce n'est pas chose facile, parce qu'il n'y a pas que le poumon dans l'organisme. Déjà, il faut relâcher les muscles respiratoires avec un bolus de Curare. Il faut remplir le patient, parce que la circulation va s'en mêler. Et puis, ça lui permettait de faire des manœuvres de recrutement. Vous voyez que c'est quand même relativement agressif. On monte jusqu'à 45 cm d'eau. Et puis, on va redescendre jusqu'à 11. Ça va permettre de mesurer la compliance du système. Ce qui permet, lors d'une deuxième manœuvre jusqu'à 45, de se mettre ensuite à une PEP autour de celle qui a la meilleure compliance, plus 2 cm d'eau quand même, parce que c'est toujours bien la PEP. Bon, les patients n'ont pas trop apprécié. Il y a eu 3 arrêts cardiaques au cours du protocole. Et donc, ça a été modéré, mais on reste quand même à des niveaux élevés, autour de 35 cm d'eau. Donc, ça donne un protocole comme ça, où vous voyez que la pression maximale se balade allègrement autour des 50 cm d'eau, et que la pression moyenne est en général très élevée dans le système respiratoire. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats globaux ? La PEP est plutôt augmentée dans ce groupe interventionnel au final, avec des pressions de plateau plutôt hautes. L'oxygénation est très très bien, mais le pronostic global est mauvais, avec une différence significative en défaveur de l'intervention. Il y a une surmortalité avec cette stratégie. Donc Alain tout à l'heure vous dira que ce n'était pas fait de manière assez fine, on peut toujours améliorer, mais il y a une autre hypothèse qui notamment est sous-tendue par le fait que quels que soient les sous-groupes quand même qu'ils analysent, ils ont toujours cet effet délétère. Donc on se dit que ce n'est peut-être pas un problème de finesse de technique, c'est un problème général qui est lié à l'intervention d'un autre système dans le jeu, et mon hypothèse c'est que ça puisse être le système hémodynamique. Vous voyez qu'ils ont optimisé l'hémodynamique entre guillemets par un remplissage préalable chez la quasi-totalité des malades. Malgré ça, la cause principale d'arrêt des manœuvres de recrutement, c'était une intolérance hémodynamique, avec 3/4 des malades qui font de l'hypotension, et plus inquiétant encore, au moins 20% des malades qui font de la désaturation pendant la manœuvre de recrutement, ce qui suggère peut-être un phénomène de désaturation d'origine hémodynamique. Et on sait depuis longtemps que augmenter les pressions dans le système respiratoire, ça peut rouvrir les alvéoles, mais que si ça distend par le même temps d'autres alvéoles, ça va augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, et que ça peut aboutir à des tableaux de cœur pulmonaire, comme on peut le voir ici, par exemple, pendant une manœuvre de recrutement. Dans un modèle expérimental, vous avez une chute drastique du débit cardiaque qui est due
a un effet sur la post-charge du ventricule droit avec une dilatation du ventricule droit et une compression du ventricule gauche. Et dans d'autres modèles expérimentaux, on a pu le montrer. Ça, ce sont des souris qui sont ventilées avec des manœuvres de recrutement. C'est très très bien pour les alvéoles. Vous voyez qu'on arrive à les ventiler avec des niveaux de pression finalement modérés parce qu'il y a moins d'atélectasie, mais elles développent de l'hypertension pulmonaire. Et quand on regarde en micro-arrêt, parce que les défenseurs du recrutement disent c'est transitoire, ça ne laisse pas de traces. Si, ça laisse des traces. Ça, c'est des analyses génétiques où on regarde l'activation des gènes. Et vous voyez que les gènes de la thrombose, du remodelage vasculaire et de l'inflammation sont beaucoup plus activés lorsqu'on fait des manœuvres de recrutement répétées dans ce modèle expérimental. Donc le problème de ces patients, c'est qu'ils auront certes les alvéoles ouvertes, mais ils auront une circulation altérée avec des tableaux de cœur pulmonaire, une dilatation du ventricule droit et un septum paradoxal qui va altérer l'hémodynamique et peut altérer le pronostic. Il y a en effet des travaux qui montrent qu'à mesure qu'on a une dysfonction vasculaire pulmonaire, le pronostic des patients est mauvais. Et le fait de les remplir préalablement ne résout pas complètement la question parce que ça va prévenir la compression des veines caves et ce qu'on appelle l'effet précharge, mais ça peut aggraver l'effet hémodynamique de la compression des capillaires, et ça a été démontré là aussi par Alain Mercat. On n'est pas dans le SDRA, mais dans l'embolie pulmonaire massive, et il observe que le remplissage vasculaire n'a pas les effets escomptés d'augmentation du débit cardiaque chez tous les patients. Certains baissent même leur débit. Et lorsqu'il essaie de comprendre ce qui détermine la réponse finale en termes d'augmentation de débit, il se rend compte que les patients qui ont une dilatation préalable du ventricule droit importante auront tendance à avoir une moindre augmentation de débit parce que le remplissage va dilater encore plus le ventricule droit, créer un septum paradoxal avec absence de bénéfice. Alors il y a des arguments indirects aussi qui poussent à penser ça, parce que si on suit jusqu'au bout le concept de driving, qui consiste à minimiser la driving même si on a une pression moyenne très importante, l'idée ultime, c'est l'HFO en fait, où on a un très petit volume courant, mais des pressions moyennes élevées dans le système, et vous savez que ça ne change pas le pronostic des patients. Il y a même une étude où ça l'aggrave, où il y a une surmortalité. Et là aussi, lorsqu'on regarde physiologiquement, l'HFO est délétère pour la fonction ventriculaire droite, avec beaucoup plus de dysfonction ventriculaire droite du fait de cette pression moyenne très élevée dans les voies aériennes. Au contraire, le décubitus ventral, vous le savez, c'est bien pour les alvéoles, ça améliore l'oxygénation, ça recrute et ça améliore le pronostic des patients. Et comme par hasard, quand on regarde sur la circulation pulmonaire, c'est aussi bien. Ça améliore l'index cardiaque, ça décongestionne le ventricule droit parce que ça permet un recrutement vasculaire pulmonaire. Donc la solution pourrait être de tenir compte de la circulation et de la ventilation et pas simplement de la circulation. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques études suggèrent que le recrutement alvéolaire est proportionnel au respect de la circulation. C'est-à-dire que les malades chez qui l'augmentation de PEP a un vrai effet physiologique, avec ici en abscisse une augmentation du recrutement, ont tendance à ne pas avoir de diminution de l'index cardiaque du fait de cette PEP. Et donc la tolérance hémodynamique irait avec la bienveillance ventilatoire. Un autre exemple, c'est là, sur les manœuvres de recrutement, si on regarde la population et qu'on la sépare en répondeurs, ceux qui augmentent leur P sur F, et non-répondeurs, ceux qui ne l'augmentent pas, vous voyez que chez les répondeurs, le débit ne change pas, alors que chez les non-répondeurs, il y a une chute du débit. Donc, même si l'on reste purement ventilologue, on pourrait, en se focalisant sur l'effet physiologique de la stratégie poumon ouvert, essayer d'identifier les patients qui en bénéficient vraiment. Et c'est également suggéré par cette étude de Golliger, où les patients qui ont une réponse en oxygénation positive en termes lorsqu'on augmente la PEP, ont tendance à avoir un meilleur pronostic. Mais il faut se méfier de l'analyse uniquement du P sur F, parce que comme vous le savez, il y a d'autres phénomènes qui déterminent le P sur F. C'est pas que le shunt pulmonaire, il y a des phénomènes hémodynamiques comme la basse PlVO2 ou encore le shunt intracardiaque. Et dans ces situations où le PFO se rouvre, l'augmentation de PEP n'aboutit plus à une augmentation de P sur F parce qu'on aggrave le shunt vasculaire en même temps qu'on améliore le poumon. Donc en conclusion, la stratégie du poumon ouvert, si elle est fondée uniquement sur le fait d'ouvrir les alvéoles, avec des choses comme les manœuvres de recrutement, de l'HFO, de la PEP élevée non personnalisée, je pense qu'effectivement l'essai HART permet de considérer
qu'elle est vouée à l'échec, et donc il faut l'abandonner. En revanche, on pourrait imaginer une stratégie de poumon ouvert, poumon entendu pas simplement au sens de l'alvéole, mais aussi de la circulation. Et là, des interventions comme le DV ou la personnalisation de l'ouverture du poumon, en vérifiant vraiment que le malade est recruteur, ce qui sous-tend aussi qu'il tolère au plan hémodynamique, pourrait avoir un sens. Merci pour votre attention. Et donc mon argument, c'est de dire non, cette approche. Alors d'abord, c'est pas Open Lung Strategy, c'est Open Lung Approach. Donc c'est OLA. N'est pas morte, même si effectivement elle n'est pas en forme. Cette diapositive n'est pas mon coming out. Voilà, c'est juste pour vous montrer celui qui est porteur de ces stratégies. Regardez ce gars-là. Comment ce gars, enfin, voilà, ça se voit sur sa tête, c'est un type bien. Non mais c'est très important pour moi. J'ai un profond respect pour Marcello Amato, qui est non seulement quelqu'un qui a une curiosité intellectuelle et un dynamisme en matière de recherche tout à fait important, et qui en plus plaide pour l'esprit ouvert aussi. Il est très ouvert aux critiques et aux discussions. Je dis ça parce qu'il y a 15 jours, j'ai fait une controverse dans le sens inverse avec lui à l'ESIGM. En fait, cette stratégie, elle est née d'un slogan. Ça, c'est le père de Lola. Et c'est vraiment un slogan, c'est le titre d'un éditorial. Au passage, ça vous rappelle que c'est très important quand vous écrivez un article de bien choisir le titre. C'est Open Up the Lung and Keep the Lung Open. Donc c'était Lachman qui défendait ces stratégies. Bon, vous me direz, un slogan, c'est un peu court pour justifier une stratégie. En fait, on a des données qui avaient montré que cette stratégie, elle pouvait être pertinente et bénéfique. Et c'est important de vous rappeler, alors évidemment, Armand Meconso est beaucoup trop jeune, hein, bien sûr, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a un article extrêmement important, publié par Marcello Amato dans New England. C'est un essai randomisé, et il montre, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que simplement en changeant les réglages du ventilateur, on change le destin des malades. Et donc, il y avait la stratégie qu'il proposait, qu'il comparait à la stratégie conventionnelle, c'était une stratégie protectrice. En fait, cette stratégie protectrice, c'était une stratégie de type Lola. C'était pipe élevée, alors la pipe était réglée 2 cm d'eau au-dessus du point d'inflexion. C'est vrai que Marcello, il aime bien rajouter plus d'eau tout le temps. Hein, donc 2 cm d'eau au-dessus du point d'inflexion de la courbe pression-volume du système respiratoire. Le volume courant était réduit et le bras protecteur recevait des manœuvres de recrutement. Et d'ailleurs, en fait, c'est l'apparition des manœuvres de recrutement dans la pratique, dans la pratique, en tout cas dans la prise en charge clinique ou des patients atteints de SDRA, c'est là, hein, c'est là qu'il écrit la manœuvre dite 40 cm d'eau pendant 40 secondes. C'est dans ce papier. Et après ce papier, à partir des années 2000, il va y avoir une floraison de papiers sur qu'est-ce que ça fait les manœuvres de recrutement, qu'est-ce que ça fait pas. Le concept de fond, c'est ça, c'est que dans le syndrome de détresse respiratoire, la pression d'ouverture, la pression nécessaire pour réaérer un territoire préalablement non aéré, est nettement supérieure à la pression de fermeture, c'est-à-dire la pression qu'il va falloir maintenir pour empêcher cette zone de se redéaérer. Avec des zones où, pour réaérer le poumon, il va falloir arriver dans des très hauts niveaux de pression, hein, ici de l'ordre de 45 cm d'eau. Voilà, ça c'est à mon avis, c'est un disciple de Marcello Amato, c'est l'exemple, c'est l'exemple Prévet. C'est ce que probablement Jean-Jacques Rouby aurait appelé un SDRA Lobert, je ne sais plus trop si ça existe, parce qu'en fait Jean-Jacques Rouby il incluait ses malades en zip, et donc maintenant c'est plus des SDRA quand ils sont en zip. Et puis ce SDRA Lobert, vous savez que la définition actuelle du SDRA dit que les opacités ne doivent pas être expliquées par des atelectasies. Et donc en fait, voilà, ça c'est un répondeur incroyable, vous voyez, il est ventilé, en volume contrôlé, on augmente la PEP, les gaz du sang s'améliorent, il y a un tout petit peu de recrutement, mais pas grand chose, et puis on fait une manœuvre de recrutement, et après la manœuvre de recrutement, hop, tout le poumon est ouvert, la PO2 monte énormément, et vous voyez que le delta P s'est effondré, il n'y a pas eu de modification du volume courant, signifiant une amélioration énorme de la compliance. Ça, c'est le rêve.
Alors, ces patients existent, il y en a au moins un qui existe, celui-là. Mais effectivement, c'est probablement pas le cas de tous les malades, de très loin de là, et c'est probablement un des problèmes. Ça, Armand, tu as présenté cette diapositive, qui est vraie, et qui signifie clairement que la stratégie, une stratégie strictement identique à la stratégie proposée dans le bras expérimental recrutement et PIP titré sur les compliances de l'essai Art, il ne faut pas la recommander, il y a plus de morts. Il y a cela dit un mensonge dans cette diapo, qui n'aura pas échappé aux gens un peu vigilants, c'est ça. Le bras low PIP ici, en fait, les malades n'ont pas reçu de pipe basse, mais ont reçu une pipe après 1 heure à 13 cm d'eau. C'est ça une pipe basse. La pipe basse au Brésil, c'est 12-13 cm d'eau. C'est spécial. Je vous rappelle que dans les essais randomisés, les pipes basses, c'est entre 7 et 9 cm d'eau, et qu'en moyenne, quand on regarde ce que font les docteurs dans le monde, probablement du fait de l'énorme influence de quelques auteurs français, les patients reçoivent des pipes trop basses, et en moyenne, les SDRA reçoivent des pipes de l'ordre de 8 cm d'eau dans l'étude LungSafe. Donc où est l'erreur? Première erreur, source d'erreur possible, cet essai a sélectionné les malades qui n'étaient pas les bons malades pour ça. En fait, et notamment parce qu'il n'a pas fait de mesure objective du recrutement pour inclure les malades. Ça, c'est une limite considérable, c'est un essai pragmatique. Cela dit, quand on regarde les critères d'inclusion, c'est des malades c'est assez dur, hein. C'est PO2 sur FiO2 inférieur à 200 avec une PEP d'au moins 10 cm d'eau et en oxygène pur. C'est des malades assez sévères. Et on sait que il y a effectivement un lien entre la sévérité appréciée par le rapport PO2 sur FiO2, ici mesuré en PIP 5, et le potentiel de recrutement, c'est-à-dire la quantité de poumons qui peut être protégée par des manœuvres de recrutement et une PIP élevée. Il y a un lien. Cela dit, vous voyez, c'est pas parfait. Il y a encore des malades qui ont des potentiels de recrutement élevés alors qu'ils ont des SDRA modérés, voire mild, et quelques patients qui ont un SDRA sévère qui finalement sont assez peu recrutables. Ça, la deuxième source d'erreur, c'est la stratégie qui a été utilisée pour faire ces fameuses manœuvres de recrutement. Ça, c'est le schéma que vous trouvez dans le supplément de l'article du JAMA, c'est dans le protocole. C'est une stratégie effectivement extrêmement agressive. Vous voyez, regardez l'échelle de temps. Ici, c'est des minutes, ça. Et vous voyez, on expose le patient pendant de longues minutes à des niveaux de pression extrêmement élevés. Hein. Et donc là, clairement, alors effectivement, à ce moment-là, le ventricule droit signale qu'il a envie de se dilater. Et donc, effectivement, il y a un problème d'agressivité des manœuvres de recrutement utilisées dans cette stratégie. En fait, elle était justifiée par, ça c'est un papier antérieur, toujours l'équipe d'Amato, physiologique, publié dans le Blue Journal, qui avait montré qu'avec une stratégie très voisine, très proche de manœuvres de recrutement, il arrivait à recruter quasiment tout le poumon. C'était ça l'idée. Je veux tout recruter, quel que soit le prix. Voilà, il avait montré que c'était possible. Cela dit, quand on revient dans ce papier, effectivement, déjà on pouvait suspecter que la tolérance n'allait pas être forcément fantastique chez tous les malades. Regardez le pH moyen à la fin de la manœuvre. Donc voilà, effectivement, une manœuvre qui aboutit à un pH à 6,94. On pouvait se douter que si on mettait cette stratégie dans un grand essai randomisé, il y allait avoir quelques ennuis. Et comme tu l'as dit, effectivement, le steering committee de l'étude a dit à peu près au milieu des inclusions, après plus de 500 inclusions, il y a eu 3 arrêts cardiaques pendant la manœuvre, c'est peut-être trop agressif. Mais c'est un élément extrêmement important, ce d'autant qu'en fait, et ça c'est une étude physiologique très simple et très intéressante, en fait il n'y a probablement pas besoin de manœuvres aussi longues notamment. Et ça c'est une étude physiologique publiée par Jean-Michel Arnal. Vous avez ici, au cours d'une manœuvre de recrutement à 40 cm d'eau de pression, le gain de volume pulmonaire au cours du temps pendant la manœuvre. Regardez, dans les 10 premières, chaque ligne c'est un malade, c'est pour ça que c'est un peu confus, mais dans les 10 premières secondes, on a quasiment tout gagné. Donc une manœuvre très courte, pas 10 minutes, de l'ordre de 10 secondes, on a tout gagné. Ou quasiment tout gagné. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant quand on regarde la tolérance, c'est-à-dire, par exemple, la chute de pression artérielle, les ennuis interviennent essentiellement après 10 secondes.
Et donc effectivement, si vous faites une manœuvre très longue, alors peut-être vous allez gagner un peu plus qu'avec une manœuvre de 10 secondes, mais vous allez avoir beaucoup plus d'ennuis. Et moi je pense qu'il y a une place, si on choisit d'utiliser les manœuvres de recrutement, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait, il vaut mieux utiliser ce type de manœuvre courte et prudente. L'autre problème, l'autre erreur potentielle, c'est la titration de la pipe. C'était une pipe, on faisait une diminution progressive de pipe, ce qu'on appelle un decremental pipe trial, et donc la pipe était réglée à 2 cm d'eau au-dessus de la pipe qui donnait la meilleure compliance. Comme on testait jusqu'à 11, la pipe minimale c'était 13. Mais pas d'évaluation du recrutement, pas d'évaluation des effets hémodynamiques, pas d'évaluation de l'oxygénation. Et en fait, le recrutement, il était indirectement évalué par la compliance. Donc ça, Armand vous a montré, c'est pour vous dire, c'est l'effet sur la mortalité, l'impact sur la mortalité de la réponse en PO2 à l'augmentation de PIP. C'est une étude post-hoc des études Love et Express montrant que quand l'inclusion de ces patients induisait une augmentation du niveau de PIP, plus leur PO2 augmentait en réponse à l'augmentation de leur niveau de PIP, meilleur était leur pronostic, d'où l'idée qu'il faut s'intéresser à l'effet sur l'oxygénation d'une stratégie de PIP élevée. Ça, c'est pour la compliance. C'est les données post-hoc non, pas post-hoc, c'est les données de l'étude de Luciano publiée, qui avait évalué le recrutement au scanner au cours du SDRA, publié en New England en 2006. C'est les effets, vous voyez, il avait séparé les patients très recruteurs, des patients faiblement recruteurs. Et c'est l'impact sur la compliance. Il mesurait la compliance en PIP 5 puis en PIP 15. Effectivement, les malades qui avaient un plus haut potentiel de recrutement, vous voyez leur compliance s'améliorer, passer de 38 à 40 millilitres par centimètre d'eau. Alors que ceux qui avaient un faible potentiel de recrutement, vous voyez leur compliance diminuer. Ok, de moins 5 en moyenne. Mais d'abord, regardez les écarts types, qui sont énormes. Ça veut dire qu'il y a des malades qui avaient un fort potentiel de recrutement, chez qui, quand on augmentait la PEP, on voyait la compliance diminuer. Même chose dans l'autre bras, il y a des malades dont la compliance s'améliorait alors qu'ils étaient des faibles recruteurs. Et surtout, quand vous regardez ces valeurs, si vous imaginez un malade qui a un volume courant de 400 millilitres, une compliance qui passe de 38 à 40, ça veut dire que la variation de delta P a été de 0,5 cm d'eau. Donc vous voyez, visuellement, c'est impossible, à mon sens, d'utiliser ce type d'argument pour déduire chez un patient donné que l'augmentation de la pipe a induit du recrutement. Et d'ailleurs, on en a la preuve, encore une fois, la courbe PV. Vous voyez, ça c'est un malade en PIP 5, voilà sa compliance. La compliance dans le volume courant, c'est ça en gros, d'accord ? On passe en PIP 15, il y a du recrutement, mais vous voyez, la pente diminue et en fait, sa compliance s'altère. Alors, c'est compliqué, on pourrait en discuter, c'est lié au fait que la compliance dans un niveau bas de PIP, c'est compliqué à interpréter, c'est parce que elle est liée au fait qu'une partie des territoires recrutables se réouvrent progressivement pendant l'insufflation et donc augmente artificiellement la compliance mesurée. Juste pour vous montrer, c'est pour vous dire, ça c'est en portugais, c'est des diapos de Marcello, pour vous montrer un exemple d'erreur. Ça c'est un malade, je pense que c'est une maladie de Crohn, ça fait longtemps que je fais de portugais, mais ça doit être une maladie de Crohn. Je crois qu'il avait une inhalation sur un syndrome occlusif, il avait un SDRA, il se trouve qu'il avait, vous voyez, comme vous le voyez ici, une bande de IT. Il a été inclus dans l'essai ART, et voilà François vous a présenté ça, c'est la décroissance de PEP, la PEP la plus élevée, quand je diminue la PEP progressivement, là les zones blanches et la surdistension, je vois la surdistension disparaître, et puis, en termes de collapsus, je vois que chez ce patient, jusqu'à un niveau très faible de PEP, il y a très peu de collapsus qui apparaît. Et en fait, voilà les courbes de ce malade, ce malade, voilà comment il se comporte, vous voyez ici, pourquoi il a ça, là? Pourquoi il a plus de collapsus? Parce qu'il a eu la manœuvre de recrutement et il ne se dérecrute pas quand on baisse la PEP. C'est comme ça. Ok? Voilà, voilà ce qui se passe quand je baisse la PEP de 25 à 10. La compliance augmente progressivement. Il y a très peu de collapsus et la surdistension baisse. Et donc ce malade, si on le traite physiologiquement sur ces données, on va dire il va besoin d'une PEP peut-être à 8 cm d'eau. Peut-être 7 cm d'eau. Sauf que du fait de l'essai pragmatique, ce malade a eu 13 cm d'eau de PEP. Et donc, une PEP complètement excessive qui n'avait aucun bénéfice chez lui. Le dernier point, ça c'est juste pour Laurent, ça c'est une diapositive que Marcello m'a passée. C'est un malade qui a été inclus dans l'étude,
qui était censé recevoir un volume courant de 6 millilitres kilo. Et donc c'est le problème des asynchronies. Vous voyez que ce malade reçoit ici un double, un triple cycle, un double. Là, 2 cycles isolés, okay, un double cycle en permanence. C'est-à-dire qu'on a pensé le ventiler à 6 millilitres kilo, et en fait, il reçoit entre 12 et 15 millilitres kilo en permanence. Alors au passage, c'est le problème de pourquoi il reçoit ça. Pour avoir des doubles ou des triples cycles, il y a 2 grandes causes. Les premières, c'est les doubles déclenchements. C'est le patient fait un effort tellement important, il déclenche le cycle, et puis comme son effort important se poursuit, il baisse la pression des voies aériennes, il arrive et il redéclenche un 2e cycle. C'est les doubles déclenchements. Et l'autre phénomène, et je pense que c'est ça ici, c'est ce qui a été décrit par Laurent Brochard et Jean-Christophe Richard pendant leur court séjour en Suisse, c'est le phénomène de reverse triggering. Et donc, juste pour conclure, quel avenir pour l'Open Lung Approach? Quel est l'avenir de Lola? C'est, à mon sens, des manœuvres de recrutement plus prudentes en termes de niveau de pression et de durée, une titration de la pipe personnalisée, déjà aujourd'hui sur les échanges gazeux, en plus de la mécanique et l'hémodynamique, et possiblement aujourd'hui, on a des outils très intéressants pour personnaliser encore mieux ces titrations, la pression œsophagienne, la tomographie en impédance électrique et la mesure du volume de fin d'expiration. Ça tombe bien parce que à midi, vous avez 3 ateliers, un sur la pression œsophagienne, parmi les 6 ou 8, un sur la pression œsophagienne, un sur le IT, un sur le volume pulmonaire. Et dernier point, vigilance vis-à-vis des asynchronies. Et donc mon message, c'est open your mind and keep your mind open. Merci beaucoup Alain. Guillaume, comment on procède? On propose à Armand et Alain de... Ouais, Armand, un petit droit de réponse. C'était plutôt soft comme fight, en fait. Oui, non, mais j'ai pas de droit de réponse puisque de toute façon Alain a montré que c'était mal fait. Mais c'est vrai que c'est difficile de bien faire l'open lung approach du fait même de sa nature, puisqu'on dit on veut ouvrir le poumon et le maintenir ouvert. Donc rien que dans l'énoncé, en fait, il y a une sorte de radicalité, je trouve. Et donc c'est plutôt cohérent, je pense, de le faire comme Matou l'a fait. Et si on veut pas le faire comme ça, on sort en fait de cette approche. Et ce sera plutôt une ventilation raisonnable, multiparamétrique, qui considère que le voisin de l'alvéole c'est le capillaire, et que même si on veut pas voir les images d'échographie anatomiquement, il est là le capillaire. Donc c'est pas facile pour moi parce que là je joue vraiment à l'étranger là. Hein. Je joue à l'extérieur, donc les buts comptent double. Pourquoi je joue à l'extérieur? Parce que je joue en France. Le pays des défenseurs de ces pipes basses, c'est la France. Et ils ont convaincu le monde entier. Hein. Et en France, c'est François Jardin, Antoine Villard-Baron, Didier Dreyfus. Et il y a un espèce de complice. Armand Mekonso des Sapes, il est pas clair. Il est pas clair, le garçon, là-dessus. Et donc, l'idée, encore une fois, l'idée de Marcello, c'était clairement exposé au départ, c'était de dire, je pense que vraiment c'est pertinent de gagner tout ce volume et de recruter tout, presque tout. Et j'assume que pour faire ça, il faut payer assez cher, oui, en termes de pression et de niveau de pression et de durée des manœuvres. Et d'arrêt cardiaque parfois. Ouais, ben c'est cher, mais c'est... Et voilà, je pense que c'était potentiellement possible, les stratégies, et encore, on a vu 6,94 de pH à la fin, moi je pense que ça aurait dû les alerter à ce moment-là. Mais sur des malades sélectionnés, très contrôlés, avec plein de docteurs autour, mais quand on fait passer ce type de manœuvre très agressive dans un essai pragmatique très large avec de très nombreux centres, forcément, on s'expose à ce qu'il y ait parce que c'était prévu dans le protocole. Au passage, je vous recommande
pour cette étude, comme pour tous les papiers maintenant, quand vous lisez un papier, d'aller aussi prendre tous les suppléments online, parce qu'il y a plein de renseignements intéressants. Tout était prévu dans le protocole. Il était dit, si jamais le malade, vous voyez la pression baisser et tout ça, tout de suite vous arrêtez la manœuvre. Il n'aurait pas dû avoir ces arrêts cardiaques, mais en pratique, exposé potentiellement à des manœuvres tellement agressives, c'était pas une bonne idée, clairement. Hein. Je suis entièrement d'accord. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'accepter. Vous savez, c'est l'idée c'est d'ouvrir, mais pas totalement. C'est-à-dire faire des manœuvres plus prudentes en matière de pression et de durée et une titration un peu plus personnalisée. Ça va aboutir à deux choses. D'une part, à ne pas donner ces pics très élevés chez les malades qui n'en tirent aucun bénéfice. Point essentiel. Et aussi, il y a une forme de renoncement, à ne pas recruter complètement des malades potentiellement recrutables, mais chez qui on va considérer que le prix à payer est trop cher.